Bonjour, c'est tout endimanché que je vous propose ma vidéo traditionnelle, mon bilan annuel, mon classement général de tous les films que j'ai vus lors de l'année écoulée, lors de l'année 2023, rituel qui perdure depuis maintenant 2019. Je vais d'abord vous parler des films que j'ai le moins appréciés, pour en arriver à ceux que j'ai le plus appréciés. Bien sûr, je pourrais me contenter d'un bilan top et flop, mais pour moi c'est très réducteur de l'année, je préfère voir l'année cinématographique tel un puzzle, et chaque film constituant une pièce de ce puzzle, avec des pièces qui me plaisent donc davantage que d'autres, mais il en est ainsi. Évidemment, c'est un bilan qui est complètement subjectif, complètement personnel, donc ne commencez pas à râler en vous disant « Oh là là, je me sens insulté parce que mes films de l'année se retrouvent très bas dans le classement ou ceux que j'ai le plus détestés sont très hauts dans son classement ». C'est mon bilan personnel, rien n'empêche bien au contraire d'échanger dans la zone commentaire sur les films. Par ailleurs, je ne prétends pas voir la science infuse et avoir vu tous les films de l'année écoulée. Si certains films ne sont pas dans ce classement, c'est tout simplement parce que je ne les ai pas vus. Si vous considérez qu'il y en a vraiment qu'il faut absolument voir, eh bien il faut aussi me les conseiller en commentaire. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Je ne connais pas tout mon classement par cœur, bien évidemment, mais je vais m'aider de mon pupitre bien à côté de moi pour ne pas me mélanger les crayons. C'est parti. Le pire film de l'année 2023 est, selon moi, The Creator, un film dans lequel je n'ai rien compris aux motivations des personnages, à l'image de Tenet de Christopher Nolan. Le film se veut faussement intelligent en brandissant des soi-disant réflexions incroyables, oh là là mon dieu, accrochez-vous. Non, 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 c'est verbeux, c'est pompeux, c'est grandiloquent, ça ne mène absolument à que dalle, et c'est un film par ailleurs devant lequel à un moment donné, forcément, eh bien, tu te désengages en soi. À un moment donné, les personnages évidemment se mettent à parler, tu ne les écoutes plus, tu ne vois que des lèvres bouger, et il y a apparemment un grand spectacle incroyable avec des effets spéciaux qui pètent de partout. Eh bien moi je n'ai vu que des couleurs se manifester comme ça dans l'espace, pas du tout intéressant, une catastrophe. Et pourtant c'était le réalisateur de Rogue One, qui était un très bon film Star Wars, oh là là, c'est fatigant. En 97e position, Tar, un film qui a été très loué par les critiques, que j'ai parfaitement détesté. Alors ça part d'une bonne idée, cela dit, de nous proposer le générique de fin au début du film. Moi je suis quelqu'un qui reste jusqu'à la fin du film, et la fin du film ça engage de rester jusqu'à la fin du générique de fin. Parce que le générique de fin, c'est un moment dans lequel vous voyez plein de noms s'afficher, certes des inconnus, mais ça montre à quel point c'est un travail d'équipe, un film, bien sûr, c'est important. Et donc l'idée de le mettre au début, pourquoi pas? Finalement, il s'avère que c'est une mauvaise idée, parce que le rythme du film est absolument cataclysmique, et ce choix-là de balancer le générique de fin au début, ça n'aide finalement pas du tout. Le film a de vrais problèmes de réalisation, c'est parfois mais beaucoup trop factuel, ça devrait être interdit, hein, la scène, un moment d'interview au début qui est vraiment complètement gavante. Kate Blanchett a le don, ces derniers temps, de se balancer comme ça dans des films qui sont mais complètement psychédéliques, mais tu te demandes presque pourquoi on est dans une atmosphère pareille. C'est complètement surfait, c'est catastrophique. En 96e position, Juliette dans son bain. Un film au scénario qui n'est pas crédible du tout, un film qui est disponible sur la plateforme Arte par ailleurs. Alors je vais vous raconter un gag du film, comme ça si vous arrivez à y survivre, voire même qu'il vous fait rire, regardez le film, pourquoi pas. Nous avons un policier qui mène l'enquête chez André Dussolier. André Dussolier, accompagné de sa femme, quand le policier débarque et voit un tableau dans la maison et se demande, oulala, parce que visiblement c'est très intéressant, oh, ce tableau, est-ce un vrai? Et là, la femme de Dussolier vous balance, tout est vrai ici, sauf mes seins. Donc, si ça vous fait marrer, pourquoi pas, foncez-y. C'est un film qui n'est pas en dernière position de mon classement parce qu'André Dussolier, grand acteur qu'il est, se démène corps et âme pour essayer tant bien que mal de sauver quelques scènes par-ci par-là. Ça reste un naufrage, on est bien d'accord. En 95e position, Renfield. Renfield, c'est un film qui part d'une bonne idée. Renfield, le serviteur, le valet de pied de notre cher Dracula, interprété par Nicolas Cage. Ça part d'une bonne idée sur la thérapie, un petit peu de ce personnage qui doit donc tuer des gens pour satisfaire son maître et lui offrir le sang des victimes en question. Malheureusement, c'est un film qui est très mal exécuté et extrêmement mal dosé. C'est vraiment dommage, c'est une énorme déception, sachant que le réalisateur a été capable de bien mieux. En 94e position, La Patte Patrouille 2, le film, à mon sens, le pire film d'animation de l'année 2023. J'avais pourtant vraiment trouvé que le premier opus était une bonne surprise, qui proposait même à un moment donné une imagerie extrêmement intéressante, mais ici, on sent vraiment le film qui s'est dit
Oh là là, c'est un film pour les enfants, on va pas trop se casser la tête. Allez, c'est pas grave. Le visuel encore ça peut aller, mais alors l'écriture du film et le scénario, on peut faire une croix dessus. C'est très dommage. En 93e position, The Flash. The Flash est un film qui est quand même vraiment caractérisé par la faute de goût monumentale, c'est-à-dire que d'un point de vue visuel, c'est absolument abominable. Le scénario est quand même assez bancal et j'ai même envie de dire qu'après l'avoir vu, les spectateurs avaient souvent de meilleures idées scénaristiques concernant le film que les scénaristes du métrage, ce qui est un petit peu dommageable, ce qui stipule néanmoins que le film avait un potentiel scénaristique, mais qui n'est absolument pas assouvi, ça c'est clair. Je trouve que les acteurs dans ce métrage jouent extrêmement mal, Ezra Miller en tête, sauf quelques acteurs comme Michael Keaton, dont le personnage de Batman eh bien, est appréciable en termes de retour, même s'il est complètement sous-exploité. On aurait aimé en savoir plus, on aurait aimé en voir plus, parce que dès lors qu'il y a Batman, tu sens que le film cherche à s'appliquer. C'est dommage que Batman ne soit pas présent pendant tout le film. J'avais par ailleurs dit que le film n'était pas catastrophique au point de finir dans mes 5 pires films de l'année. Eh bien pour moi c'est le 6e pire film de l'année, donc j'ai tenu ma promesse. En 92e position, Le garçon et le héros. C'est un film dont j'ai pourtant beaucoup apprécié la première scène du métrage avec l'incendie, tant d'un point de vue visuel que sonore, mais ensuite il faut se farcir la suite du métrage. La partie dans la réalité, ça passe, mais alors dès lors qu'on arrive dans le monde fantastique, alors là j'étais complètement perdu, je n'ai rien compris, ce n'est pas clair du tout, c'est très peu maîtrisé, catastrophique. J'ai quand même réussi à m'endormir devant le film, ce qui est quand même un exploit, et quand je me suis réveillé, j'avais envie de me rendormir. C'est situé à quel point, vraiment, j'ai détesté ce métrage, c'est horrible, donc Miyazaki ou pas Miyazaki, je m'en fiche, j'ai trouvé le film pas bon du tout. Je trouve par ailleurs qu'il a eu un vrai passe-droit, c'est-à-dire sous prétexte que c'est Miyazaki, oh là là, cherchons à réfléchir, là, pour moi, il n'y a absolument pas à réfléchir avec le film, hein, je suis désolé, hein, vraiment, là, pour moi, c'est zéro réflexion, quoi. C'est juste essayer de démêler un film qui se comporte plus comme un escape game défaillant que comme un métrage à portée thématique si intéressante que ça, désolé, hein, vraiment là, pas du tout mon délire. En 91e position, Bonne conduite. J'aime pourtant l'équipe du film, le réalisateur, Jonathan Barré, le palmacho, Laure Calamy, mais ici, le mélange des genres ne prend absolument pas. C'est un film qui fait aussi prendre conscience à quel point, pour moi, c'est la comédie qui est le genre le plus difficile à expérimenter au cinéma, pour la simple et bonne raison qu'ici, il y a certains gags qui peuvent être bons avec le palmacho, mais comme le rythme il n'y est pas, comme il n'y a pas la précision millimétrée qu'exige la rythmique comique, eh bien le film passe à la trappe, même sur cette ambition comique. Heureusement, il y a une scène assez rigolote avec Laure Calamy quand elle est chez elle, puisque son mari décédé figure dans plein de photographies dans son appartement, dans sa maison, ça c'est plutôt amusant. Heureusement qu'il y a cette petite idée par exemple, mais ça ne fonctionne pas dans l'ensemble. En 90e position, Omar la fraise, ou l'art de super mal exploiter deux superbes acteurs, Reda Kateb et Benoît Magimel, pour une histoire qui n'est pas passionnante du tout. Vraiment, une énigme ce film, il y avait du potentiel, mais vraiment, ça ne fonctionne pas. En 89e position, Cet été-là. La preuve qu'Éric Lartigot, depuis La famille Bélier, est en perte de vitesse totale, c'est difficilement explicable. Hashtag Je suis là n'était déjà pas formidable, et bien c'est le cas aussi de Cet été-là. Heureusement qu'il peut à chaque fois se reposer sur des acteurs talentueux, Alain Chabat dans Hashtag Je suis là, Marina Foïs dans ce métrage, mais ça ne va guère plus loin. En 88e position, Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. C'est un film dans lequel il y a un casting pourtant très alléchant, avec Philippe Duquesne, qui a un petit rôle. S'il vous plaît, donnez enfin un premier rôle à Philippe Duquesne qui le mérite complètement. C'est un film qui fonctionne avec certaines scènes qui en effet sont comiques, d'autres qui sont complètement gênantes et pas du tout réussies parce qu'il y a un problème de caractérisation des personnages. Le personnage d'Elsa Zilberstein est clairement beaucoup trop extrême et celui d'Artus, c'est dommage, parce que c'est un personnage qui nous est présenté quand même au début comme étant plus ou moins normal, et qui devient tout simplement contaminé beaucoup trop vite par la comédie. Et ça, c'est extrêmement dérangeant. C'est comme si dans Ace Ventura, Jim Carrey, qui nous amuse parce qu'il est très talentueux, mais parce qu'il est le seul à être fou, parce qu'il est en marge de la société, il est en marge de la normalité. Ici, dans ce film, on normalise trop rapidement la comédie. De ce fait, ce n'est plus amusant. C'est comme si dans Ace Ventura, tout le monde était fou comme Ace Ventura au bout de 5 minutes de film. Ça ne serait pas rigolo.
En 87e position, Knock at the Cabin. C'est un film qui est intéressant d'un point de vue de la tension au début du métrage, mais qui s'essouffle très vite, parce que pour moi le scénario est extrêmement discutable. Il y a deux possibilités scénaristiques, mais je n'ai pas réussi à m'engager moi en tant que spectateur pour essayer de pronostiquer laquelle le film allait choisir. Heureusement, en fin de métrage, il y a de bonnes idées visuelles, il y a un plan très marquant avec des avions qui m'a vraiment interloqué, heureusement, mais je n'ai quand même malgré tout pas apprécié ce film. En 86e position, John Wick 4. Je n'ai pas vu ses prédécesseurs, mais John Wick 4 est un film que j'ai plutôt apprécié pour ses scènes d'action, bien qu'elles soient beaucoup trop longues. D'un point de vue de la cohérence de l'univers, j'avoue que j'ai été extrêmement en réserve avec le métrage. Par ailleurs, j'aurais apprécié également que le personnage parle un petit peu plus. Il doit tout casser, vous balancer 10 phrases dans le métrage. Il est surpuissant, ce n'est clairement pas un humain. Et pourtant, c'est terrible, parce que cette force physique va complètement aux antipodes du message du film qui essaie de vous faire comprendre que le personnage de John Wick est quand même malgré tout mortel et qu'il va sûrement peut-être à un moment donné mourir. Donc le côté Logan ne fonctionne pas du tout, j'y ai pas cru un seul instant. En plus, l'avenir m'a donné raison puisque John Wick 5 est plus ou moins dans les cartons et sortira dans nos chères salles de cinéma dans quelques années. Donc pour moi, d'un point de vue thématique, le film ne fonctionne pas, d'un point de vue technique, il est plutôt satisfaisant, mais ça ne suffit pas à mes yeux. En 85e position, Indiana Jones 5. Il faut quand même préciser que je ne suis pas particulièrement fan de la saga, même si j'aime vraiment le premier opus et que le quatrième opus est plutôt sympa. Je déteste le 2 et le 3. Je n'avais pas grand chose à secouer de ce film et c'est exactement ce que je me suis dit devant. Mis à part, et heureusement, lors de la partie du voyage dans le temps, où moi, féru d'histoire, j'avoue que j'étais assez galvanisé et porté par tout cet élan civilisationnel qui m'a vraiment happé, mais sinon le reste du temps j'ai trouvé le film complètement anecdotique, vraiment très mal fichu, d'un point de vue visuel, d'un point de vue des chorégraphies, d'un point de vue du montage, et c'est quand même James Mangold qui est là à la réalisation et qui est chargé du projet, donc il s'est complètement laissé bouffer par l'événement, c'est extrêmement déceptif comme film. Après vous avoir parlé des films de 2023 que j'ai trouvé ratés et mauvais, place désormais à des films à minima passables, acceptables. En 84e position, Retribution, un film avec Liam Neeson qui est particulièrement dans un ton très sérieux, probablement trop sur la durée, le film d'ailleurs aurait gagné à être resserré sur son final. En 83e position, 38°5, Quai des Orfèvres. C'est un film parodique avec Didier Bourdon qui malheureusement est vraiment gâché par sa fin qui est bâclée, qui intervient à un moment mais complètement aléatoire. On a vraiment l'impression qu'au temps des bobines, tu aurais étalé le film comme ça et que tu aurais donné un coup de ciseau pour symboliser la fin du film n'importe où. C'est vraiment particulier. Je vais maintenant vous parler de 3 films d'animation qui sont à mon sens moyens et vraiment programmatiques. Nous commençons avec Wish qui n'a aucune ambition cinématographique. C'est clairement un téléfilm dans l'esprit. Ce n'est pas dérangeant, mais il aurait dû sortir à ce moment-là directement sur Disney+, vu qu'il y a une plateforme sur Disney+, maintenant qui existe. C'est un film qui est vraiment extrêmement stéréotypé, c'est assez pénible, ça ne devrait plus exister, des films comme ça aujourd'hui. En tout cas, pas à voir cela au cinéma, je suis désolé. C'est un film qui est assez amusant, cela dit, parce que dans le doublage en VF, Lambert Wilson, qui joue le grand méchant du film, s'en donne à cœur joie, il en fait des caisses et il en devient vraiment drôle malgré lui. Mais nous avons un autre film qui ne m'a pas plu dans cette veine-là, plus que cela en tout cas, bien sûr, c'est le film Tortue Ninja, dont l'inspiration est flagrante, c'est Spider-Man New Generation, sauf qu'il n'y a pas du tout la profondeur derrière, c'est-à-dire que c'est un film pour ados, et avec des messages qui sont beaucoup trop prévisibles, et de ce fait, moi j'avoue que c'est un film que j'ai trouvé extrêmement moyen sur toute la ligne, c'est vraiment dommage. Et nous avons aussi Mario Bros, le film, qui pour moi est le symptôme d'avoir été visiblement écrit par une intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est le film mais fonctionnel par excellence. C'est-à-dire que moi j'arrivais à anticiper à chaque fois là où le film allait nous emmener. Parce que d'un point de vue de la mécanique d'un film, tu sais exactement où on va. J'ai anticipé à la seconde près quand un flashback allait intervenir, le contenu de ce qui allait se dire dedans, j'avais la phrase exacte. Tout est convenu à ce point-là, et c'est effrayant de voir un film qui est comme ça, mais si froid, si robotique dans sa conception. J'ai trouvé ça vraiment
un peu effroyable par moments, c'est-à-dire effrayant au sens là, c'est-à-dire que ce n'est pas un mauvais film en soi, puisque c'est un film qui parvient à être moyen, mais rien de plus finalement, rien de plus, rien de moins. C'est un film qui pour moi a un visuel convenable, mais c'est un film, comme les deux autres dont je viens de vous parler, sans éclat, mais sans le moindre éclat. Ce qu'il y avait de drôle avec ce film, et ce qui ne concerne pas le film directement, c'est que moi j'ai pris un malin plaisir à voir les grands fans de Mario dans la salle de cinéma être en extase devant le fanservice de ce film, qui venait même, incroyable, mais les aveugler au point de ne pas voir que là où leur moment d'extase de fanservice n'était en réalité que des failles scénaristiques absolument magistrales quand même, mine de rien. Donc concernant Mario, je me mets à parler un petit peu moins fort parce que c'est une confidence que je vous fais, il faut rester avec des scénarios conçus par des humains. Restons humains! En 79e position, Scream 6. Scream 6, c'est un film qui est en réalité extrêmement maladroit. Parce qu'il ne manque pas d'idées originales et qui dénote justement de tous les gimmicks que nous connaissons depuis le début de la saga. Scream 5 avait réussi à mêler conservatisme des gimmicks, mais aussi amener du sang neuf. Ce film-là essaie d'en instiller, mais il le fait très mal, il ne le fait pas assez, parce que la plupart du temps c'est beaucoup trop convenu, et surtout, nous sommes à un moment donné coutumiers du fait, nous sommes habitués à Scream, et si l'écriture n'est pas un tant soit peu irréprochable, eh bien nous pouvons deviner quelle va être l'identité des meurtriers du film, et là honnêtement il n'y a eu aucune surprise. Par ailleurs, il serait de bon ton, même si nous en sommes certes au 6e opus, et qu'il y en aura sûrement un 7e, un 8e, un 9e, mais que les couteaux se mettent de nouveau à trancher et à tuer des personnages. Ça pourrait être une bonne idée, parce que sinon la tension dramatique, elle va s'effondrer net. En 78e position, De Belles Espérances, un film qui est vraiment bicéphale, une partie politique avec Rebecca Marder et Emmanuel Berco qui est vraiment pertinente, vraiment passionnante, mais aussi d'un autre côté, nous avons tout ce qui va entourer le drame du film qui lance l'histoire et Benjamin Laverne qui ne fonctionne pas du tout. En 77e position, 65, La Terre d'avant. C'est un film que je ne place pas plus haut alors qu'il regorge pourtant de qualité un très bon duo d'acteurs, la question de la communication dans un survival entre deux personnages qui ne parlent pas la même langue, et donc il y a vraiment cet enjeu-là de la communication. Il y a aussi de bons effets visuels, mais j'ai tendance à trouver que si l'alchimie entre les personnages fonctionne et qu'on arrive vraiment à croire que chaque personnage tient à l'autre, eh bien toi en tant que spectateur tu tiens pas trop au personnage plus que ça, donc c'est un petit peu dérangeant. En 76e position, Ant-Man 3. Je suis un grand fan d'Ant-Man 1 et Ant-Man 2. Des films légers, familiaux, très attachants et qui ont du charme. Ici, on part dans une démarche qui n'a plus rien à voir, on ne reconnaît même plus nos personnages, ça n'a plus du tout de charme du tout. Nous introduisons le grand méchant nouveau, incroyable Thanos, le grand Kang, le conquérant, qui doit donc affronter dans ce film un personnage qui n'est pas très puissant, donc on s'attend soit à ce que notre héros meure à la fin du film, ou alors qu'il n'arrive quand même pas à le poutrer le méchant. Mais s'il arrive à le poutrer, alors comment voulez-vous craindre pour la suite des événements? Kang ne nous fait pas peur du tout, il est ridicule ce personnage. Bon, en plus, là, il n'arrivera même pas jusqu'à Avengers 5 puisqu'il se retrouve en Newf, le gars. Non mais sérieusement, c'est quand même assez problématique. Dans le film, j'avoue que j'ai bien apprécié le visuel du film, sa mise en scène beaucoup moins, mais c'est un film dans lequel je n'ai pas reconnu les personnages. C'est dommage et c'est énervant quand même. Et alors MODOK, on n'en parle pas, parce que vraiment j'adore le personnage de MODOK dans les séries, animations et aussi dans les BD, mais alors là, mais c'est une honte! Oh là là! Restons calmes, en 75e position, The Fabelmans. J'ai beaucoup apprécié la première partie du film, l'histoire d'amour, l'idylle entre le jeune Steven Spielberg et le cinéma, et ensuite il faut se farcir la seconde partie du film, que je trouve extrêmement mal écrite, et par ailleurs il y a des redondances avec les parents qui sont assez pénibles, mais la partie de la scolarité, vraiment, mais j'ai trouvé que c'était un point faible du film, ça handicape complètement le métrage, c'est fou. Donc moi j'ai beaucoup de mal avec Spielberg avec ce film.
En 74e position, Les Trois Mousquetaires Milady. C'est un film dont le scénario est extrêmement défaillant à bien des égards. Heureusement, le film peut s'appuyer sur un casting très talentueux, Eva Green, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille. Malheureusement, celui qui pêche dans ce film, c'est François Civil, qui, dans le rôle du D'Artagnan, beaucoup moins léger mais bien plus ténébreux, n'est pas forcément très crédible. En 73e position, Nouveau Départ, un film comique sur la durabilité du couple, porté par Franck Dubosc et Karine Viard, des moments assez drôles, bien que l'ambition par moments plus sérieuse ne prenne pas vraiment. En 72e position, Hypnotique, un agrégat de plein de films de science-fiction, donc pour l'originalité on repassera, mais c'est un film qui est quand même bien conçu. C'est aussi Ben Affleck qui joue très très bien dans ce film, qui est aussi à souligner, hein, attention c'est bien. Et cela dit, bon, c'est un peu le principe du concept, mais comme ce que nous voyons n'est pas forcément vraiment ce que nous voyons, on peut s'attendre en réalité à ce que l'histoire ne s'arrête jamais vraiment, on peut faire autant de suites que l'on veut, c'est à la fois une force et une faiblesse en soi de cette dramaturgie. En 71e position, second tour, Albert Dupontel m'a beaucoup déçu avec ce film, puisque je trouve qu'il est là au rendez-vous à peu près, mais moins bon que d'habitude, et les comparaisons avec ses autres films, comme le précédent qui était excellent, eh bien, sont vraiment malheureusement au détriment de ce second tour. Oui, c'est un film que j'ai trouvé beaucoup trop ardu pour sa narration. J'ai anticipé avec ses flashbacks toutes les avancées scénaristiques du métrage. J'ai trouvé ça extrêmement décevant sur ce point-là. La poésie de Dupontel y est, c'est sûr, mais à un degré moindre que d'habitude, donc je suis déçu. En 70e position, 10 jours encore sans maman. C'est une sorte de remake déguisé du film Première Étoile. Nous sommes dans une atmosphère, une ambiance des vacances de ski en famille. C'est un film porté par Franck Dubosc. Ça ne va pas non plus être un film révolutionnaire du tout, mais c'est un film devant lequel on passe tout simplement un bon moment, il faut le dire. Place désormais à 3 films vraiment ambitieux, mais qui se heurtent quand même à des vraies maladresses. Nous avons d'abord Peter et Wendy, qui sont donc des live-action qui viennent réadapter l'animé original Disney. Ici, c'est évidemment Peter Pan, un animé que j'adore. Ici, il est retravaillé avec une ambition féministe surprenante. Nous avons aussi Jude Law qui vient jouer le Capitaine Crochet, qui est vraiment très bon dans le rôle. En plus, ça permet des jeux de mots, parce que si Jude tombe à l'eau, il va tomber sur Tic Tac, le vilain crocodile qui veut le manger. Ça reste un peu trop dans un cadre téléfilmique Disney+, malheureusement. Nous avons ensuite le film, je vérifie, Sentinelle, bien sûr, tentative de nous proposer un Ace Ventura des temps modernes à la sauce Jonathan Cohen, mais qui se heurte malheureusement au fait que c'est quand même assez prévisible et qu'il y a un manque de renouvellement des situations dans l'histoire également. Et enfin, Mystère à Venise, où Kenneth Branagh se lance dans une intention d'effets d'horreur, d'épouvante, qui sont malheureusement parfois assez risibles, mais qui permettent au réalisateur de se surpasser un peu plus que dans le précédent film avec Hercule Poirot, à savoir Mort sur le Nil. En 66e position, Toto 2, un film sympathique pour certains gags, pour ses acteurs adultes, pour son message, mais qui pêche en termes de scénario et aussi en termes de performance des acteurs enfants qui m'ont vraiment déçu. Je dois aussi préciser que c'est donc évidemment la suite à Toto 1 que j'avais apprécié puisqu'il allait quand même plus loin dans son humour. Là, il y a une scène qui est pour moi la meilleure scène du film avec de Tonquédec qui se la joue de Joe Dassin, mais c'est pareil, ça aurait pu être poussé beaucoup plus loin en termes de comédie. En 65e position, le procès Goldman. Acte 1, intenable. Vraiment douloureux. Acte 2, beaucoup plus regardable. Acte 3, vraiment pertinent, puisqu'il est question d'une double stratégie originale concernant les avocats de la défense. J'ai aussi beaucoup apprécié l'acteur principal, puisqu'il a une voix et une présence, mais je ne serais pas un grand défenseur de ce film, contrairement à beaucoup. En 64e position, Napoléon. Napoléon, c'est une déception puisque j'en attendais beaucoup plus de Ridley Scott après son très bon Le Dernier Duel. C'est un film qui brille pour son duo d'acteurs, Joaquin Phoenix, bien que beaucoup trop âgé pour le rôle de Napoléon, et Vanessa Kirby dans le rôle de Joséphine de Beauharnais. Le film, à l'image d'Eiffel, choisit de privilégier une relation amoureuse à ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire ici l'histoire avec un grand H. C'est un parti pris intéressant, mais qui aurait gagné à être davantage poussé. J'ai trouvé que le film
film était complètement hors propos par moments, avec notamment tout ce passage à Waterloo. Moi, pourtant féru d'histoire, je pense que d'un point de vue cinématographique, il aurait fallu vraiment élaguer le métrage, ce qui ne semble pas du tout l'intention que veut prendre Ridley Scott, puisqu'il est question d'une version longue qui devrait sortir sur plateforme. Le lien étroit avec les plateformes ne me surprenant pas, puisque je trouve que la colorimétrie de ce film est absolument hideuse et me rappelle des filtres assez désagréables de plateforme, justement. On notera quand même une mise en scène convenable, mais qui ne flamboie pas pour autant non plus. Ensuite, nous poursuivons avec, en 63e position, La Petite Sirène, une autre déception puisque Rob Marshall est le réalisateur de Pirates des Caraïbes 4 et que dans ce film, il y avait une scène culte avec les sirènes, une scène très réussie. Ici, le film se résume à être une anecdote de plus dans des intentions un peu particulières de nous proposer en live action, en prise de vue réelle, des films d'animation Disney. On peut se questionner globalement 2 fois sur 3 sur la légitimité, sur l'utilité de tels films. C'est un film qui m'a quand même plu pour une scène en particulier, une scène qui m'a vraiment fait hurler de rire dans la salle de cinéma. C'est la scène dans laquelle nous retrouvons les petits animaux qui font en sorte que la petite sirène et le cher prince Eric s'embrassent. Ça, c'est un moment qui pour moi a rehaussé le film dans mon estime complètement. C'est pour ça que le film se trouve malgré tout si haut. En 62e position, Les Feuilles Mortes. C'est un film qui est extrêmement simplifié, extrêmement épuré, beaucoup trop à mon goût, parce qu'à un moment donné je trouve qu'on manque vraiment d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Ça manque un peu de substance à force et c'est vraiment dommage, parce que pour moi on a beaucoup comparé ce film à du Chaplin. C'est du petit Chaplin, c'est-à-dire que oui, c'est sympa, mais ça n'est pas du tout au niveau de ce grand cinéaste. En 61e position, Les Survivants. Les Survivants, c'est un film qui vaut surtout pour ses performances d'acteurs, qui m'ont vraiment impacté. Le reste, concernant le récit, des choix de mise en scène et des moments de tension, j'avoue que là, j'étais davantage hermétique à ce qui se passait, mais on notera quand même en effet la sacrée performance de Denis Ménochet. En 60e position, Ruby, l'ado Kraken. Un film extrêmement prévisible, c'est bien dommage à cet égard, mais qui pour autant nous propose une colorimétrie pour le coup vraiment très agréable, contrairement à Napoléon. On voit vraiment beaucoup de couleurs, c'est vraiment très agréable en termes de spectre de couleurs, on en prend plein les yeux, et malgré tout il y a des moments de rigolade, donc ce côté prévisible malgré tout est à relativiser. En 59e position, Bernadette, un film qui m'a réjoui d'emblée puisqu'il se moque ouvertement de ces étiquettes que l'on peut retrouver en début de métrage et qui ont souvent tendance à m'exaspérer. C'est un film qui n'est pas sans rappeler les délires à la Guignol de l'info qui malheureusement n'existent plus, c'est fort dommage. Peut-être malgré tout que sur la durée, cette démarche a tendance à s'essouffler, mais il faut saluer la performance du casting, Catherine Deneuve bien sûr, Denis Podalides et alors vraiment Laurent Stocker en Nicolas Sarkozy, c'est tout simplement magique. En 58e position, Le Livre des Solutions et sa rime. Réalisateur bipolaire, avis sur le film Bipolaire. C'est un film que j'ai vraiment apprécié pour sa partie comique, mais qui m'a ensuite parfaitement embarrassé et rebuté sur sa tournure dramatique. Je me rends compte que j'ai vraiment du mal avec ce traitement de personnage arrogant au point de devenir parfaitement antipathique. Ça ne m'a vraiment pas conquis sur la fin et c'est dommage de terminer le film sur une note si négative. En 57e position, Les Cyclades, avec un pétillant duo qui ne se quitte plus, Laure Calamy, Olivia Cott, pour un film malheureusement qui sombre dans le pathos dans sa seconde moitié, avec le personnage de Christine Scott Thomas qui pour moi est clairement de trop. En 56e position, Yannick. Yannick, c'est un film qui m'a également déçu puisque j'ai trouvé très bon tous les films de Quentin Dupieux jusque-là. Celui-ci est vraiment pour moi le moins bon, même s'il reste assez bon malgré tout. C'est un métrage qui est beaucoup trop étiré pour ce qu'il a raconté. Ça devrait être un moyen métrage et non pas un long métrage, ça c'est clair et net. C'est un film dont le grand final pour moi n'est pas à la hauteur du tout, mais alors vraiment pas du tout. C'est un film dans lequel Quentin Dupieux décide de laisser tomber son arme fatale, à savoir l'absurde, au profit d'une dénonciation qui, à mes yeux, et pour son cinéma à lui, est beaucoup trop consensuelle, voire même un poil démago, c'est-à-dire Quentin Dupieux qui se place du côté du public, qui critique les artistes qui ne se foulent pas trop.
Moi j'ai trouvé ça extrêmement fastoche comme prise de position, je dois bien l'avouer. C'est un film, heureusement, qui repose sur un casting vraiment brillant. Raphaël Quénard brille et étincelle complètement, bien sûr. Mais malheureusement, Blanche Gardin et Chassagne, de très bons acteurs, hein, très talentueux, ça on ne peut pas en douter, pour moi ne sont pas très bien servis par exemple, puis au Marmaille un peu plus, donc je trouve ça vraiment dommage, je ne suis pas du tout partisan de ce film plus que cela. Alors évidemment il conserve une sorte d'efficacité dans ce qu'il a raconté, mais pour moi, pour du Dupieux, mais c'est beaucoup trop paresseux, il est capable de bien mieux, et des films capables d'être à la fois drôles dans son cinéma, mais aussi d'être vraiment matures, ben c'était le cas d'un film comme Fumer fait tousser, qui au demeurant semble être un film purement comique, mais qui a aussi une véritable gravité derrière, notamment écologique. Donc à un moment donné, moi je me questionne beaucoup sur ce film, je n'ai vraiment pas été contenté pleinement du tout. En 55e position, La plus belle pour aller danser. Un objet cinématographique sociologique vraiment fort, un film vraiment d'actualité, dont j'aurais apprécié avoir quelques clarifications justement sociologiques en fin de métrage, parce que j'avoue que je n'étais pas vraiment sûr d'avoir tout bien compris. Un deuxième visionnage sera forcément nécessaire en cela, mais c'est un film vraiment qu'il faut voir. C'est un film choral qui a les avantages et aussi les défauts du film choral. Certes, une belle galerie de personnages, de très bonnes interprétations d'acteurs, mais le sentiment que beaucoup de personnages restent un peu sur la touche et donc complètement sous-exploités, comme c'est un peu le cas du personnage de Pierre Richard, et encore, ce n'est pas le plus à plaindre à ce niveau-là. Mais c'est un film à voir, qui a été réalisé d'ailleurs par Victoria Bedeau, ce que l'on salue. En 54e position, Voleuse, un film qui mélange un peu tous les genres, c'est un film de potes, c'est un film d'action, c'est un film comique, c'est un film de braquage, c'est un film avec Adèle Exarchopoulos et Mélanie Laurent qui nous concoctent un duo vraiment satisfaisant. C'est juste dommage que la fin soit si prévisible. Vraiment, la fin retombe comme un soufflet et on est quand même un peu triste à ce niveau-là. En 53e position, Sexygénaire, un film qui vaut beaucoup pour Thierry Lhermitte et Patrick Timsit, un duo que je qualifierais de sympathique, avec un sujet qui en lui-même ne m'a pas vraiment parlé, pas vraiment passionné du tout, mais je dois bien reconnaître que les parcours de personnages dans ce film sont vraiment assez réussis, et il y a des surprises aussi dans ce métrage, au-delà de ce côté feel-good qui en ressort, donc c'est un film qui est assez plaisant à regarder, il faut le dire. En 52e position, Carmen, un premier film dans lequel le réalisateur s'épanouit complètement d'un point de vue formel, il y a de vraies idées de mise en scène. Maintenant, il serait intéressant pour la suite des événements de renforcer un petit peu le fond. C'est un petit peu ce que je voudrais pour le prochain film de monsieur Benjamin Millepied, qui va bientôt mettre le pied à l'étrier. Qu'est-ce qu'on rigole. En 51e position, Ma langue au chat, un film qui ronronne un petit peu, sans mauvais jeu de mots décidément, mais qui a vraiment des moments aussi qui sont vraiment extrêmement plaisants, avec Zabou Breitman qu'on voit assez peu au cinéma, c'est dommage, mais il y a aussi avec Pascal Elbé des moments de dialogue qui sont vraiment savoureux, donc c'est un film que je recommande également. Attention, nous entrons désormais dans le top 50, en 50e position, Shazam 2. Shazam 2 qui comporte de vraies bonnes scènes, avec celle du pont en termes d'action, et aussi celle du stylo en termes d'humour, mais c'est un film qui n'arrive pas du tout à retrouver le charme absolument fou de la famille que nous avions évidemment dans Shazam 1. C'est un film qui se veut plus spectaculaire, ce qui n'a pas été pour me contenter pleinement, puisque c'est un film qui de ce fait, contrairement à son prédécesseur, n'arrive pas vraiment à se démarquer dans le genre super-héroïque. Donc, bien sûr, ce n'est pas un mauvais film, c'est même un bon film, mais j'ai amplement préféré Shazam 1 qui, oui, pour moi, ne criez pas, est un grand film. Nous passons ensuite à la 49e position, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Un problème malheureusement de contextualisation dans ce film qui est un peu fouillis, mais nous avons une vraie idée de chorégraphie dans les moments de combat à la cape et à l'épée. Malheureusement, la mise en scène n'arrive pas totalement à appuyer et à pousser ici la cinématographie complète de ces scènes en question, mais nous avons vraiment des personnages attachants, très bien interprétés. C'est vraiment dommage par contre qu'il y ait autant d'obscurité mal gérée dans ce film, on peine parfois à y voir quoi que ce soit. Moi j'ai cru dès le début du film que D'Artagnan était zigouillé au bout de 5 minutes, alors que ça n'était pas le cas du tout, c'était un autre personnage, mais difficile de se repérer tant l'obscurité était présente. En 48e position,
Transformers, et oui, le nouveau Transformers, il faut préciser que je n'ai vu aucun Transformers avant celui-ci. Eh bien, c'est un film que j'ai trouvé vraiment très bien exécuté. Alors certes, ça n'est pas original pour un sou, mais c'est un film que j'ai trouvé vraiment sympathique et assez curieusement attachant, donc j'ai envie de le placer si haut. En 47e position, Un homme heureux. Nous sentons vraiment la patte de Guy Laurent, le scénariste des Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Le film est clairement également porté par un duo d'acteurs, encore une fois, à savoir Fabrice Lucchini et Catherine Fro. Le film a malheureusement quelques précipitations scénaristiques et le sujet aurait pu aller beaucoup plus loin. En 46e position, waouh! Malgré l'engouement vocal, ce n'est pas non plus le film de l'année, mais j'ai trouvé de nouveau que l'écriture malicieuse de Bruno Podalides était de sortie, même si elle est moins efficace et moins percutante que dans Les Deux Alfred par exemple, mais quel plaisir également de retrouver au cinéma Eddie Mitchell ou encore Madame Azéma. Ça, c'était vraiment un moment très agréable. En 45e position, la surprise du chef, Mission Impossible Death Reckoning partie 1. Vous connaissez peut-être mon désamour pour Tom Cruise à l'ego surdimensionné qui saborde et parasite tous les films dans lesquels nous le retrouvons, puisqu'il est clairement là à vampiriser les métrages. Dans celui-ci, incroyable mais vrai, ça n'est pas le cas. J'avais parfaitement détesté l'opus précédent de Mission Impossible, Fallout. Pour moi, c'était vraiment le pire blockbuster des années 2010 que j'ai vu, et bien là, une agréable surprise. C'est un film dans lequel il n'y a pas seulement Tom Cruise, et c'est un film dans lequel Tom Cruise accepte un tout petit peu plus aussi de vieillir. On voit à un moment donné ses rides lorsqu'il se jette en parachute, ce qui n'est pas si anodin que cela. Enfin, peut-être une petite ouverture vers la maturité pour Tom Cruise. Nous avons d'autres personnages que Tom Cruise, notamment des personnages féminins, qui sont vraiment bien travaillés. Nous avons des parcours de personnages qui nous maintiennent vraiment captivé par le métrage. Le film par ailleurs a une durée assez longue, mais je n'ai pas vu le temps passer spécialement devant ce film, qui ne m'a pas convaincu à tous les égards scénaristiquement parlant, mais j'avoue avoir été bluffé par certains moments. Je relativise cela dit aussi mon appréciation du film, parce que vraiment, sans a priori, mais en attendant vraiment rien de ce film, et en y allant même un petit peu à reculons, mais pour la curiosité quand même, il ne faut pas non plus considérer ce film comme un chef-d'œuvre pour autant, et comme l'un des films de l'année grandiose non plus. Mais c'est un film que j'aurais même plaisir à revoir, et j'aurai aussi plaisir à aller voir la partie 2 au cinéma, c'est vous dire. Il y a des moments de mise en scène qui sont rigolos, qui sont aussi bien travaillés en termes d'action par moment, donc moi j'avoue avoir été vraiment plutôt convaincu, donc c'est bien. Il reste des résidus de ce que je n'aime pas dans l'ego de Tom Cruise, hein, on ne se refait pas comme ça en un jour. En 44e position, Marilyn et son juge. On peut résumer très facilement le film. Louane, Michel Blanc en osmose, de très bons personnages également avec Philippe Rebotte. Mais alors, c'est dommage parce que le point noir du film, c'est qu'on a refourgué Alexandra Gentil qui joue la sœur de Louane dans le film, et alors là, ça dénote, mais complètement. C'est vraiment dommage que ce personnage intervienne, parce que sinon, ce film aurait pu être vraiment très bon et figurer plus haut dans ce classement. Nous continuons en 43e position, Joyeux Noël. Alors ce qui est très particulier avec ce film, c'est qu'au début, on a des scènes qui se veulent comiques, mais dont l'arsenal comique ne fonctionne pas vraiment, parce que ce sont des scènes qui sont trop courtes, et de ce fait, on n'arrive pas du tout à installer ce qu'il faut pour nous amuser. Mais ensuite, le film se dirige gentiment vers des moments à la fois drôles, certes, mais aussi de magie, de féerie. Et alors, je dois bien le reconnaître, au-delà évidemment de Dubosc et de DeVos qui sont excellents bien sûr, nous avons aussi Daniel Fichot que nous avions également retrouvé en mère de Valérie Lemercier dans le film Aline, qui est ici mais vraiment bouleversante. Ça fait plaisir de la voir dans des films, cette dame, elle est vraiment excellente. En 42e position, Mon crime, un film de François Ozon auquel je n'ai pas totalement adhéré, c'est-à-dire que je ne suis pas complètement convaincu par la direction très théâtrale du casting. Concernant certaines performances qui sont détonnantes, il est évident que le pari fonctionne totalement, avec Isabelle Huppert qui est dans des déplacements vertigineux, avec Fabrice Lucchini, avec son phrasé si caractéristique, et ici il rayonne bien sûr, mais je dois bien reconnaître qu'avec la partie du casting la moins expérimentée et chevronnée, j'ai davantage été sceptique et je suis moins entré dans le film que beaucoup de spectateurs. En 41e position,
Un métier sérieux, un film choral avec des acteurs absolument savoureux, Adèle Exarchopoulos, Cluzet, Lacoste bien sûr, un film bien sûr aussi que j'ai trouvé extrêmement intelligent dans le choix du collège dont il faut ici traiter, c'est-à-dire un collège qui est un collège normal, si l'on veut. C'est-à-dire ce n'est pas un collège dans lequel nous retrouvons des problèmes incroyables, et ce n'est pas un collège véritablement difficile, mais ce n'est pas non plus un collège, avec des guillemets, facile. Donc ça, c'était vraiment bien. Ma réserve avec le film, c'est que je n'ai pas réussi à sentir l'année scolaire se dérouler. Je n'ai pas senti le temps si palpable que cela, et j'avoue qu'en termes de progression narrative, c'est vraiment pour moi le bémol du film. En 40e position, et c'est extrêmement surprenant de le retrouver ici, Jeanne du Barry. Jeanne du Barry est un film que j'allais voir pour Pierre Richard, Benjamin Laverne et Capucine Valmarie, qui jouent très bien dans le film. Je n'y allais pas pour Johnny Depp et pour Maïwenn, qui ont tendance à m'énerver ces derniers temps, surtout Johnny Depp bien évidemment. Eh bien le film a réussi le tour de force de m'émouvoir sur les déboires qui arrivent au personnage de Johnny Depp, donc ce n'est pas chose aisée, il faut bien le dire. C'est un film qui a réussi à me faire verser ma larme et à m'émouvoir, bravo donc. Et Maïwenn, écoutez, oui, elle joue très bien, même si je suis assez dérangé par des phrases et des propos qu'elle peut tenir. Alors ça peut même concerner en dehors des films, mais au sein même du film, concernant la voix off et la narration du film, il y a vraiment des phrases qui me dérangent. Mais au-delà de ça, malgré tout, j'ai quand même réussi à être ému, donc je ne peux pas le négliger, je ne peux pas le cacher, et je ne dois pas m'interdire, malgré tout, malgré les défauts que je perçois dans ce métrage, eh bien je ne peux pas m'interdire de l'avoir quand même apprécié en partie. En 39e position, Aftersun, un excellent duo Paul Mescal, Frankie Corio, qui n'a qu'une dizaine d'années, une très bonne mise en scène, même si je n'ai pas du tout adhéré en soi à tout le délire interprétatif qu'il y a derrière, qui est pour moi de trop, qui m'a vraiment laissé de marbre. En 38e position, The Marvels, le film de 2023 que j'attendais le plus. C'est un film qui m'a donc en soi assez déçu puisque j'ai eu l'impression d'assister à un film vraiment satisfaisant, mais un non-événement si l'on veut, puisque c'est un film devant lequel il faut au préalable avoir fait ses devoirs, avoir vu en temps et en heure les 15 milliards de 1000 séries Disney+, indispensables pour comprendre ici l'intrigue, à tel point que je me suis senti là face à un paradoxe d'un point de vue narratif, c'est-à-dire que les arcs narratifs des personnages semblent déjà avoir été bouclés, ou tout du moins bien entamés dans les films ou séries antérieures, et de ce fait, ici, on a vraiment l'impression que l'on pêche considérablement dans l'évolution des personnages, dans les relations qu'ils peuvent entreprendre entre eux, ce qui est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment des idées de mise en scène, des idées d'utilisation de pouvoir qui pourraient être encore plus creusées, mais qui sont déjà bien approfondies, une scène excellente avec les chats qui m'a vraiment fait beaucoup rigoler. C'est un film divertissant, mais qui pour moi est très loin, à des années-lumière, pour le jeu de mots, du merveilleux film Captain Marvel. En 37e position, nous entrons désormais dans les très bons films de l'année à mon sens, avec tout d'abord Marinette. Marinette, c'est un film qui veut promouvoir bien sûr le football féminin, c'est un message fort qui est délivré avec ce film. J'ai beaucoup apprécié les performances des actrices, mais j'avoue que le film embrasse une manière de penser le biopic qui ne me contente pas totalement. En 36e position, Reality, un film qui est vraiment très particulier, qui nous propose une démarche réaliste si l'on veut, qui va aussi mêler un petit peu d'éléments fantastiques, fantasmagoriques même, on pourra aller jusque là, puisqu'il est question de reprendre dans ce film une bande sonore qui existe véritablement dans notre réalité et de proposer tout simplement l'intervention du FBI dans la maison d'une dame américaine. S'en suivent évidemment des enjeux politiques qui sont vraiment prenants à suivre, même si le film fonctionnerait peut-être mieux en tant que série ou en tant que moyen métrage qu'en tant que long métrage, mais c'est une performance aussi d'actrice, tout en retenue qui est à souligner par ailleurs. En 35e position, Wes Anderson, pas du tout. Asteroid City, du Wes Anderson pur jus, c'est le cas de le dire, avec toutes les caractéristiques de son cinéma de ces derniers temps tout du moins, avec une esthétique très particulière, la photographie et la colorimétrie sont quand même vraiment de lui, ça se sent, des dialogues vraiment étonnants, une direction d'acteurs atypique,
et des scènes de grand cinéma bien sûr, mais ça reste pour moi un Wes Anderson mineur. Il a été capable de bien mieux, même si ce film, comme le précédent The French Dispatch, reste des propositions largement solides, mais au regard du passé, j'avoue que je suis toujours un tout petit peu déçu. Mais ça reste vraiment un réalisateur qui a une valeur sûre, et ça fait vraiment plaisir. Il ne m'a jamais déçu complètement, et dans le pire des cas, ça reste des très bons films, donc on peut être satisfait. Ensuite, nous embrayons en 34e position notre tout petit mariage. Une sorte d'alliage assez intelligent entre Le Bon Dieu et Babysitting. C'est vraiment dommage que la fin soit si moralisatrice, c'est vraiment dommage, sinon ce film pourrait figurer beaucoup plus haut. Nous continuons en 33e position, Miraculous, le film, un film d'animation français qui a coûté d'ailleurs une blinde au passage, un film qui a vraiment suscité les folies totales du public ciblé visiblement dans nos chères salles de cinéma, un torrent d'applaudissements en fin de métrage, un film d'animation qui m'a vraiment enchanté puisque ça se déroule à Paris, c'est un lieu pour des scènes super-héroïques qui nous dépaysent, c'est vraiment agréable, avec des relations somme toute légères, simples, mais agréables aussi entre les différents personnages. Par contre, pour moi, ce qui pêche vraiment, ce sont certaines idées de comédie musicale qui laissent quand même un petit peu à désirer, surtout au début du film. Le début du film, pour moi, étant le vrai point noir du film, puisqu'il y a également un autre souci, c'est que la narration est quand même assez bancale. La narration voix off, hein, l'histoire en elle-même ensuite, dénuée de cette bizarrerie de narration en voix off, est vraiment réussie bien sûr. Ensuite, en 32e position, Les Vengeances de Maître Poutifar, un film de Pef, et moi j'aime toujours les films de Pef, on retrouve toujours son énergie, sa niaque habituelle, il arrive toujours à dynamiter complètement ses acteurs et ses actrices. Ici Christian Clavier dans le rôle du professeur vengeur qui veut tout simplement régler ses comptes avec ses anciens élèves, et bien moi j'ai trouvé cette idée vraiment savoureuse, judicieuse également, avec également Isabelle Nanty notamment dans les cartons. Nous avons donc un film qui m'a plu, qui force un petit peu peut-être le pathos à la fin, et ça c'est un petit peu dommageable, mais c'est un film vraiment dont l'idée est tenue du début à la fin, et moi ça m'a vraiment conquis. En 31e position, une autre comédie française, Chasse gardée, encore dans nos chères salles de cinéma. Un film qui m'a vraiment enchanté, avec des performances d'acteurs qui sont vraiment à souligner. J'avoue que le deuxième tiers du film m'a un petit peu moins plu que le reste, mais sur cette réflexion, somme toute légère, mais de savoir s'il vaut mieux habiter à la ville ou à la campagne, eh bien mine de rien, je trouve que l'effet comique fonctionne quand même complètement. J'avoue avoir été enchanté par ce film, mais je n'exclus pas la possibilité d'une suite, parce qu'avec un tel succès en salle, on peut s'attendre à une suite, et bien si c'est du même acabit, moi je prends. Nous entrons désormais dans le top 30 avec Spider-Man Across the Spider-Verse, un film que j'ai apprécié, bien moins que son prédécesseur New Generation, un film qui est sur le plan de la mise en scène, sur le plan du visuel, de l'esthétique absolument magistral bien sûr, ça pète de partout forcément, nos yeux sont captivés à tel point qu'on finit par avoir un petit peu mal au cerveau et à la tête, hein, il faut bien le dire aussi. C'est un film qui se lance presque un petit peu dans le too much, et à un moment donné ça déborde, d'un point de vue scénaristique, ça devient quand même assez confus, compliqué, avec des incohérences à mon avis à venir avec le prochain film, on peut s'y attendre. C'est un film très généreux, beaucoup trop, qui n'arrive pas finalement à un petit peu se cadrer et à s'assagir. Une dose de morphine par moment aurait été la bienvenue. Alors certes, au moins c'est radical, c'est extrêmement poussé dans sa démarche, je n'y adhère donc pas totalement. J'ai senti aussi l'essence de la simplicité avec les films Spider-Man un peu trahis par moments, mais bien sûr ça reste un film plein de qualité, mais dont j'ai préféré justement la première partie du film, beaucoup plus calme et intimiste, avec des moments mais dignes de grands tableaux évidemment. Mais il faut se farcir ensuite une deuxième partie de métrage qui m'intéresse vraiment beaucoup moins. Tout le délire multiversel pour moi n'est pas vraiment très bien géré. En 29e position, Wonka, ma 100e séance de cinéma de 2023, un film qui m'a vraiment agréablement surpris. Entre la proposition de comédie musicale
musical, la mise en scène, les couleurs, les personnages, et que dire de Timothée Chalamet, qui pour moi jusque-là était certes un assez bon acteur, mais un petit peu fade par moments, un petit peu endormi. Et bien là, il a vraiment la pêche. Avec son extravagance, il nous rappellerait presque Jim Carrey. Je reproche cependant au film, pour moi, de s'essouffler dans son dernier tiers, même si les 2 premiers tiers m'ont vraiment énormément convaincu en termes de dramaturgie. En 28e position, Élémentaire, c'est un film qui me soulage, qui me rassure pour les studios Pixar qui m'ont vraiment déçu ces derniers temps avec des propositions vraiment moyennes et décevantes. Ici, alors certes, c'est un Pixar sans la moindre prise de risque, c'est un récit vraiment très classique, à la Roméo et Juliette, mais qui est diablement efficace, qui m'a énormément ému sur sa fin, donc c'est bien. Alors évidemment, on n'est pas là avec le meilleur des Pixar, mais disons que dans les très bons Pixar, c'est le minimum syndical, mais ça faisait quelques années, mine de rien, et en avant, que nous n'avions pas eu de très bons Pixar, donc ça fait plaisir, et j'envoie une crotte de nez au passage à cette abomination qu'est Soul. Oui, c'est un très mauvais film Pixar, c'est le pire, oh mon dieu, oh là 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 là. En 27e position, Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, c'est un film qui s'en est pris plein la figure, et bien moi je l'ai apprécié, c'est un métrage qui m'a énormément amusé, notamment avec Jonathan Cohen. Alors certes, la prolifération de ce casting star pose par moments souci, bien évidemment, notamment en termes de scénario, qui n'est pas vraiment extraordinaire, l'histoire n'est pas très bien ficelée, il y a souvent des à-coups comiques, des moments de ralentissement et on repart, ça se fonctionne plus que comme un film à sketch où des fois la couture n'est pas absolument extraordinaire, mais à partir du moment où j'ai souvent beaucoup rigolé au cinéma, malgré certains écueils scénaristiques et de rythme, je ne vais pas non plus quand même cracher dans la soupe, bien sûr que non. Je trouve qu'il y a des idées bien neuves avec ce film, que Guillaume Canet réussit à très bien s'accaparer l'univers d'Astérix, donc j'étais très content, et la musique du film de M, franchement, est l'une des meilleures compositions de l'année 2023 à mes yeux. Nous enchaînons ensuite avec, en 26e position, Blue Beetle, un film de super-héros comme tant d'autres peut-être, eh bien non, puisque c'est un film qui se la joue un petit peu telenovelas, un film qui se veut lui-même un petit peu démodé, c'est un film vraiment complètement décomplexé, et c'est un film qui fait plaisir à voir, à l'image de ce que nous avons pu avoir avec Marvel, comme les Ant-Man 1 et 2 par exemple. C'est vraiment pour moi dans cette lignée-là qui est vraiment très rafraîchissante. Nous enchaînons ensuite en 25e position, La Petite. Malgré des dialogues qui me posent un petit peu problème idéologiquement parlant, je dois bien le reconnaître, nous avons un film qui est extrêmement captivant et touchant, porté bien sûr par Fabrice Lucchini, un récit vraiment qui ne manque pas d'originalité, et vraiment c'est un film que je vous recommande également. En 24e position, Last Dance. François Berléand est désopilant. Un film dans lequel il est complètement habité par son personnage d'apprenti danseur. C'est un film qui m'a surpris dès son début. C'est un film qui travaille avec beaucoup de réussite les quiproquos et le comique de répétition. C'est vraiment ici une magie comique du feu de Dieu, franchement par moments c'est admirable. Dommage que la fin manque vraiment d'inspiration, c'est vraiment mon point faible à mon sens, avec le film. En 23e position, Youssef Salem a du succès. Un film très malin qui questionne sur la part de l'inspiration de la réalité que l'on injecte dans les fictions littéraires que l'on peut écrire. C'est un film brillamment porté par Ramzy et aussi par Noémie Vlosky qui n'est pas à oublier dans ce film parce qu'elle est vraiment incroyable également. On a quand même des moments absolument magistraux, même si le film aurait dû, à mon sens, choisir un montage un peu plus restrictif. En 22e position, La vie pour de vrai, le duo Cadmerade Danny Boone opère de nouveau, mais le film franchit vraiment un cap comique avec l'arrivée de Charlotte Gainsbourg en plein cabotinage absolument juteux, un film qui est une comédie romantique très classique, probablement un petit peu trop, mais qui reste très attachante. En 21e position, 3 jours max, c'est vraiment très bien, des gags qui nous arrachent vraiment des rires, des cascades impressionnantes, nous avons aussi des environnements qui nous font voyager, mais ce n'est pas du tout à mes yeux au même standing habituel désormais de la bande à Fifi. Depuis quelques années, on est vraiment dans un niveau exceptionnel, là c'est très bien mais pas exceptionnel, voilà tout. Nous entrons désormais dans le top 20 et nous allons parler du MCU. En 20e position,
Donjons et Dragons, un film qui s'inspire énormément du MCU, des moments épiques, avec aussi des moments d'humour, de légèreté, des moments qui sont donc en décalage avec la situation à laquelle nous assistons, beaucoup plus sérieuse, des décalages qui parfois sont un peu téléphonés, mais globalement, quel film astucieux et divertissant, des moments de mise en scène absolument magistraux, bravo. Ensuite, puisqu'on reste dans le MCU, 19e position, Les Gardiens de la Galaxie volume 3. C'est l'opus de la trilogie que j'ai le moins apprécié pour une simple et bonne raison, c'est le rythme. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, je trouve que la fin du film est beaucoup trop longue également, mais à côté de cela, dès lors que le film, au bout de 30 minutes, décide d'injecter de l'humour, ça fonctionne totalement, chaque tentative fait mouche, même si cet opus se veut beaucoup moins comique que les précédents, et beaucoup plus porté sur son propos animaliste vraiment fort. Un film qui aurait clairement pu être produit par la SPA, que ça ne nous aurait pas surpris pour un sou, et c'est mon film du MCU de 2023 préféré de très loin. En 18e position, Tony en famille, un film qui nous raconte l'histoire de l'émancipation d'une mère de famille monoparentale qui a à charge 5 adolescents, c'est Camille Cotin bien évidemment, tous les acteurs dans ce film sont époustouflants de talent bien évidemment. C'est un film réalisé par un très jeune metteur en scène qui a à peine 2 ans de plus que moi, Nathan Ambrosioni. Je pense qu'il propose ce métrage à l'âge idéal, avec la maturité idéale. Je pense qu'il a vraiment la distance vraiment parfaite à l'égard de son sujet. Moi j'avoue que j'ai été particulièrement friand de ce film qui parvient vraiment à créer avec moi spectateur une véritable complicité, des moments de sincérité, d'humanité. Peut-être juste que, c'est mon bémol avec le film, il manque à un moment donné un petit peu de simplicité sur cette idée qu'à mon sens l'identification avec le spectateur lambda comme moi fonctionnerait mieux si la mère de famille n'était pas une ancienne star. Continuons désormais avec la 17e position, Les Têtes Brûlées, que j'ai vu le jour de la Saint-Valentin avec ma frangine au cinéma alors que tous les couples se bécotaient et ne regardaient pas le film, visiblement. Non, évidemment, j'en rajoute. C'est un film que je trouve admirable dans la démarche de Clovis Cornillac, puisque Clovis Cornillac, depuis maintenant quelques temps, s'est lancé dans le MCU, le métier cinématique universe. C'est vraiment une démarche que je trouve complètement fascinante, et vraiment ici en plus il s'agit d'être professeur et c'est presque le super-héros du quotidien, donc vraiment moi j'ai été assez émerveillé par ce film, bien qu'un peu trop téléfilmique aussi malgré tout à certains égards, mais vraiment c'est un film à voir absolument. Ensuite, nous embrayons, et j'ai perdu, ça y est le fil, je l'ai retrouvé, en 16e position, une équipe de rêve, Taika Waititi nous revient, et de nouveau, il cherche à déconstruire les poncifs cinématographiques avec des scènes vraiment hilarantes et époustouflantes d'intelligence. Nous avons bien évidemment, malgré un rythme un petit peu chaotique par moments, et un petit peu trop lent, je dirais, et mal géré, nous avons, à un moment donné quand même, certes oui, de l'humour, mais aussi un moment d'émotion qui arrive alors que quelques secondes avant encore je ne l'aurais pas du tout imaginé. C'est un personnage, ce Taika Waititi, qui parvient avec un jusqu'au boutisme à mélanger les genres et à nous proposer une sacrée œuvre, et en termes de narration ce film est un bijou. Malgré tout, quelques problèmes de rythme, c'est mon seul écueil avec ce métrage. Nous passons désormais en 15e position avec une sacrée surprise, Je ne suis pas un héros. Un premier film, eh oui, incroyable. Et que se passe-t-il? Eh bien nous avons là affaire à un réalisateur qui a clairement une patte bien à lui, avec un humour noir vraiment, mais qui détonne complètement. Un film qui revient un petit peu dans un certain classicisme à la fin, mais qui a une vraie identité. J'ai hâte de suivre les autres œuvres de ce réalisateur qui vraiment, pour l'avoir vu à l'avant-première à Lille il y a quelques semaines, et bien en plus, au-delà même du film, avait l'air d'être une personne vraiment très enrichissante. En 14e position, Les Petites Victoires, une histoire très touchante sur l'illettrisme de Michel Blanc et sur l'excessive gentillesse de Julia Piaton, un duo qui opère totalement tant dans le plan comique que dans le plan beaucoup plus sérieux. C'est un feel-good movie avec l'idée aussi de comédie sociale et rurale. C'est vraiment tout un mélange ainsi qui m'a beaucoup plu, très bien construit, très bien pensé. Un film qui
était très mal distribué dans les villes, bien mieux dans les campagnes, eh bien c'est fort dommage, mais heureusement, le pied de nez au destin, c'est que le film a quand même brillamment fonctionné au box-office, mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce que c'est que cette idée de distribuer très mal dans les villes des films sur la campagne? Je trouve ça vraiment révoltant, mais heureusement, le film est de qualité, il a été vu en masse, et bien j'espère que si vous ne l'avez pas vu, vous aurez envie de le voir. C'est un film qui vaut amplement le coup, avec en plus la participation de Monsieur Bonnet qui intervient en fin de film, un acteur que j'aime également beaucoup. Puisqu'on parlait de box-office avec les petites victoires, parlons désormais d'un film qui a un petit peu plus fonctionné au box-office encore, Barbie. Barbie en 13e position parce que c'est un film qui, en termes de message, est extrêmement important. C'est un film ouvertement féministe, ouvertement progressiste, si vous ne l'avez pas compris, avec la cause des femmes qui est ici plaidée, évidemment, martelée sans la moindre subtilité en fin de métrage, mais parce que pour moi, le film a clairement compris qu'à un moment donné, quand on a un message si important à brandir, si nécessaire, il faut y aller, et il faut pas y aller avec les gants, c'est le cas de le dire. Donc vraiment, moi c'est un film que j'ai aimé, et pour autant, je ne vais pas non plus brandir la carte du « oui, c'est un film qui est certes très important pour son message, mais qui ne regorge pas de cinématographie ». Non, pas du tout, bien évidemment que c'est un film de grand cinéma quand même. Nous avons des décors qui sont absolument somptueux, nous avons des actrices et des acteurs qui sont particulièrement excellents également. Certes, c'est le scénario, moi, qui en tant que tel, la trame ne m'a pas intéressé plus que cela. Je ne vais pas faire un long monologue sur Mattel qui produit le film. Pour moi, l'entreprise assume clairement avoir fait n'importe quoi en termes d'enjeux féministes ces dernières années, ça c'est assez évident. Ils ne vont pas s'interdire pour autant d'arrêter leurs activités commerciales, à continuer de vendre des poupées, bien évidemment, mais il y a malgré tout pour moi une autodérision autour d'eux. Certains passages du film, peut-être par rapport à la créatrice de Barbie, peuvent laisser pour certains à désirer. Moi, j'ai quand même été globalement emporté par le film en tant que tel, moins encore une fois par l'histoire qui ressemble quand même à celle de la grande aventure Lego, qui m'a semblé un peu bizarrement géré. Le parallèle entre les deux mondes pour moi est un petit peu questionnable, mais vraiment pour son message et puis pour Margot Robbie, c'est quand même un film que j'ai eu plaisir à revoir au cinéma et que j'aurai plaisir à revoir à l'avenir, bien évidemment. En 12e position, Une année difficile, un film réalisé par le duo de réalisateurs Eric Toledano-Olivier Nakache qui sert complètement avec une gratitude incroyable notre trio d'acteurs qui en plus s'en donnent à cœur joie, Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Noémie Merlan qui forment même une sorte de triangle romantique amoureux assez original. C'est un film qui est davantage une comédie romantique par ailleurs qu'une véritable critique sociétale et écologique, et bien moi j'ai complètement accepté le parti pris. Par ailleurs, la dernière scène vient vraiment glorifier cette idée de comédie romantique avec une idée mais vraiment absolument génialissime à laquelle on aurait pu vraiment s'attendre, on aurait pu la voir venir, mais on est quand même tous surpris au finish. Donc vraiment c'est un film diablement malin et intelligent, même si peut-être que concernant en effet la représentation de mouvements écologiques, et même par moments dans l'incarnation concernant les foules d'une manifestation entre policiers et manifestants, je pense qu'on manque un peu de réalisme, et c'est pour cette raison que je comprends totalement et qui a rebuté beaucoup de personnes, d'ailleurs moi ce n'est pas mon cas non plus, mais que je n'intègre pas le film dans le top 10, je pense. Et aussi pour l'idée, mine de rien, que d'habitude ce sont plutôt les acteurs qui viennent s'adapter au style d'écriture de notre duo de réalisateurs, et cette fois-ci c'est donc vraiment plutôt l'inverse. De ce fait, notre duo de réalisateurs sort de sa zone de confort, mais reste dans la zone de confort, notamment de Jonathan Cohen. Et dès lors qu'il en sort un petit peu pour être vraiment premier degré dans le film, Jonathan Cohen, j'ai pas été complètement convaincu. Mais vraiment, je pinaille, hein, j'ai vraiment adoré ce film, sinon il ne serait pas si haut. En 11e position, Chien de la casse, un premier film si brillamment réaliste sur les relations toxiques que j'en ai extériorisé des hordes de stupéfaction, de fascination pendant quasiment tout le métrage grâce à Raphaël Quenard, dont pour moi le grand rôle de l'année 2023 est bel et bien avec ce métrage et non pas avec Yannick. C'est un personnage qui est particulièrement ambigu, à la fois on voudrait qu'il soit attachant mais il est aussi terrifiant. C'est vraiment un film que j'ai énormément apprécié, un moment d'émotion également s'immisce dans le métrage.
Je ne place pas ce film dans le top 10 parce que je trouve la fin un peu expéditive, tout comme certaines sorties de personnages. Mais encore une fois, chapeau bas, et alors pour un premier film, d'autant plus chapeau bas. Maintenant, place au top 10 avec le traditionnel verre d'eau avant de se lancer dans la dernière ligne droite du sprint. Et en 10e position du classement de l'année 2023, Avatar 2. Non, plus sérieusement, en 10e position, Les As de la Jungle 2. Cette fois-ci, ce n'est pas une blague. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais quel scandale! Il intègre dans son top 10 un film pour les enfants, probablement, qui est nul, alors que j'ai adoré tous les films qui étaient là avant. Oui, et bien déjà, c'est mon classement. Et puis surtout, c'est un film qui est quand même très bien écrit, comme quoi, même si c'est un film qui se destine peut-être avant tout aux enfants, et bien s'il y a une véritable application et un effort d'écriture, et bien moi, ça peut amplement me contenter. Il y a vraiment un esprit à la hache de glace, et cette filiation me plaît beaucoup, tant j'apprécie cette saga, avec ses 6 opus d'ailleurs, j'apprécie tous les opus de l'âge de glace, donc j'étais ravi de cela. J'ai également été vraiment conquis, également, oui il faut le dire, par l'animation du film qui est vraiment très propre, très appliquée, avec des couleurs qui sont vraiment resplendissantes, et c'est aussi un doublage français qui est parfaitement opérant, donc oui, c'est un film que j'ai eu plaisir à voir, et à un moment donné, j'ai envie de dire, le divertissement s'impose à nous. Si on a aimé le film, qu'on a apprécié ce qu'on a vu, sans chercher à intellectualiser quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas grand-chose à intellectualiser en soi, c'est une sorte d'amorce pour les enfants, probablement, oui, au monde super-héroïque où les héros travaillent en équipe, si l'on veut, c'est complètement l'esprit de la série, en tout cas, que nous pouvons voir sur France Télévisions, des As de la Jungle, et bien là, c'est aussi le cas avec ce film. J'ai complètement adhéré, et dans une année 2023 où les suites m'ont souvent moins plu que leurs prédécesseurs, et bien je suis ravi d'intégrer une suite dans mon top 10 par ailleurs. En 9e position, Le Consentement, un film devant lequel je me suis senti extrêmement mal à l'aise à l'image de Slalom ou même L'événement. Ce sont des séances de cinéma choc et marquantes parce qu'en réalité on a envie de les abréger. Le film est tellement réussi dans sa dureté, dans son côté si cru qu'en réalité on ne peut être que là, en tout cas moi, en train de se contorsionner dans tous les sens, de ne plus savoir du tout où se mettre, mais en réalité c'est le signe d'une immersion totale dans un film qui m'a ébahi également pour la performance de ses acteurs. Jean-Paul Rouve tient probablement le rôle de sa vie, et que dire évidemment de cette jeune Kim Hee-jin qui est déjà une grande actrice en tant que telle dans le présent, mais qui en plus engage l'avenir, donc c'est vraiment extraordinaire. Ce sont vraiment des moments particulier que nous vivons en salle de cinéma, en tout cas, et je n'étais pas le seul dans cette situation, dans ce sentiment vraiment de malaise, mais c'est ça en fait tout le paradoxe de ce type de film. On se sent mal, mais c'est bon signe entre guillemets qu'on se sente mal, même si évidemment, puisqu'il s'agit ici certes d'un film, mais qui traite de ce qui arrive dans la vraie vie, eh bien on n'aimerait pas se sentir dans un tel état, parce qu'on aimerait évidemment que ces situations n'arrivent pas. Bien évidemment ici, en l'occurrence, l'emprise psychologique d'un malveillant adulte sur la crédulité d'une jeune mineure. C'est un film que je vous conseille vivement de regarder, bien évidemment, mais évidemment il faut être pour cela dans de bonnes dispositions psychologiques. Mon seul reproche avec le film, c'est le personnage de Laetitia Casta que je trouve un petit peu mal géré. En 8e position, Chicken Run 2, clairement mon film d'animation de l'année 2023, avec Hardman toujours là, fidèle au poste, au rendez-vous, avec son savoir-faire si impressionnant, un scénario qui n'est pas sans rappeler celui de Shaun le Mouton 1, diablement efficace, vraiment très malin, c'est bourré d'inventivité dans les gags, c'est formidable, en un moment donné quand même, toute une mission de sauvetage, une énième mission de sauvetage on aura envie de dire, dans le cinéma on y est habitué, et en l'espace de quelques secondes, mais tu as des idées mais complètement innovantes qu'on n'a jamais vues avant et jamais vues ailleurs. Non, franchement, moi je suis toujours aussi ébahi, en extase devant ce studio que j'affectionne tant, avec en plus une texture de pâte à modeler qui a encore franchi un cap. Non, franchement, c'est formidable. Et puis alors, les parallèles scénaristiques entre Chicken Run 1 et Chicken Run 2, et pour travailler les personnages, non, c'est vraiment prodigieux. Moi, je n'ai rien de plus à dire. Je m'agenouille, bravo encore une fois à Chicken Run 2, c'est vraiment super. En 7e position...
Le règne animal, l'un des films les plus ambitieux et aboutis que j'ai pu voir de l'année 2023, avec les formidables Paul Kircher et forcément Romain Duris. Une folle aventure qui vraiment commence dès le début, avec un mystère, avec une anxiété chez le spectateur qui voit un problème commencer à se développer, une sorte de rupture dans l'évolution de l'humanité, forcément, ce qui questionne, avec un vrai intérêt pour l'histoire familiale qui est donc doublée de cet enjeu qui visiblement semble complètement les dépasser et atteindre une échelle, pourquoi même pas mondiale après tout. C'est vraiment un film qui pour moi atteint à son plein potentiel donc toute cette anxiété qu'il arrive à générer, à insuffler dans le récit et au spectateur. C'est un film qui a vraiment aussi su maximiser totalement le travail sur les environnements, qu'ils soient forestiers ou même parfois agricoles. C'est vraiment un film auquel je tends mon chapeau et malgré un budget probablement limité, les effets spéciaux ne sont pas tous réussis, mais ils sont toujours intégrés avec des idées de mise en scène et des idées aussi de luminosité afin que nous arrivions quand même à croire, à trouver crédibles les créatures qui nous sont proposées et qu'en réalité, tout ceci finalement n'est que secondaire, nous arrivions tout simplement à croire en ce que nous voyons et c'est le cas. En 6e position, Babylone. Babylone, c'est un film dont j'ai énormément apprécié les 2 premières heures de film, la mise en abîme, le cinéma dans le cinéma, avec des moments de mise en scène qui sont complètement fous. Nous avons vraiment des idées, des parties pris techniques lors des moments complètement festifs où il y a du monde dans tous les sens, on se demande même où la caméra a bien pu s'infiltrer pour nous proposer de tels plans séquences, c'est vraiment exceptionnel. Nous avons des acteurs qui sont tout simplement incroyables également, Margot Robbie, nous avons aussi Brad Pitt, le personnage principal qui est malgré tout le personnage que l'on retient le moins de ce trio. Nous avons quand même aussi, ce qui est très intéressant, des parallèles à dresser entre ces personnages qui sont si différents et qui vont aussi connaître d'ailleurs des trajectoires professionnelles qui n'ont absolument rien à voir. Donc ça, j'avoue que c'était un véritable bijou. J'ai beaucoup moins apprécié la dernière heure de film. D'un côté, des éléments comme les passages avec Tobey Maguire me semble beaucoup plus dispensable, mais c'est surtout ce qui m'a gêné en réalité, c'est le manque de subtilité quand même qui n'est pas très fréquent d'habitude avec Damien Chazelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors vraiment, moi, la toute dernière scène au cinéma où il y a un patchwork avec plein de films qui s'enchaînent dans un montage, alors là vraiment ça ne m'a pas du tout, mais alors pas du tout plu. Pour autant, dans l'ensemble, c'est quand même un film que j'ai vraiment adoré, bien évidemment. C'est un film aussi dont la composition musicale est tellement géniale que c'est pour moi d'ailleurs la meilleure de l'année. Et en même temps, on n'est pas surpris puisque c'est Damien Chazelle qui est très attaché à la musique. Et ce qui est absolument dingue également, c'est que j'aime tellement ce réalisateur que même si ce film est pour moi le moins bon que j'ai vu de sa part, puisque je préfère amplement Whiplash et La La Land, eh bien, malgré tout, je situe ce film si haut parce qu'il m'a quand même malgré tout transporté et il a beau être sorti en début d'année 2023, non Babylone, je ne t'ai pas oublié. Nous entrons désormais dans le top 5. En 5e position, je verrai toujours vos visages. Un film avec une réalisatrice qui parvient de manière assez déconcertante à nous faire osciller entre beaucoup de moments d'émotion et des moments tout à coup d'humour. C'est assez déconcertant. C'est un film qui forcément doit être porté par un casting absolument impeccable. Leila Bekti est bouleversante, tout comme Adèle Exarchopoulos ou un Gilles Lelouch, Miu Miu également. Ce qui est fascinant, c'est que ici, nous avons tout simplement affaire à un sujet que nous ne connaissons pas très bien, voire pas du tout. Avant d'avoir vu le film, je ne connaissais pas du tout cette idée de justice restaurative, c'est-à-dire l'idée de réparer à la fois des personnes qui ont été victimes d'agressions et des personnes aussi qui ont commis des agressions. C'est vraiment exceptionnel aussi d'avoir eu la très bonne idée de nous proposer en parallèle 2 trames différentes dont nous pouvons comparer les trajectoires en cours de film et même à l'issue de celui-ci. Moi, j'avoue avoir été vraiment pris et porté par le film à tel point que j'avais une sorte de rapport étonnant au cinéma. J'avais l'impression de me retrouver physiquement collé à l'écran du film et dans le film, enfin vraiment c'est très bizarre, à tel point j'étais tout simplement en pleine immersion avec ce métrage, tout simplement, et toi t'es juste en extase, hein, c'est tout.
En quatrième position, je sais même pas pourquoi je vérifie ma feuille, je connais très bien le numéro 4, Une vie. Une vie, c'est un film réalisé par Alex Lutz et dans lequel il joue avec Karine Viard. Un duo absolument renversant, un duo amoureux qui gambade dans un Paris nocturne avec une imagerie qui est quand même vraiment régalante. Et alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié avec ce film, sans le spoiler, c'est qu'en terminant le métrage, j'étais persuadé d'avoir compris le film. Mais en parlant avec d'autres personnes, eh bien j'ai ensuite compris que le film est si libre d'interprétation avec son duo de personnages qu'en réalité, un deuxième visionnage s'impose pour essayer d'échanger les différentes interprétations qui se valent toutes d'ailleurs. C'est vraiment un film d'une richesse scénaristique profonde, vraiment. Et alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié également, ce sont les dialogues. Bon sang de bonsoir, c'est extraordinaire parce qu'il y a un travail ici du réalisme qui en arrive donc à chercher avec, ici Alex Lutz, les dialogues qui vont forcément incorporer des je n'arrive pas bien à formuler ma pensée, je n'arrive pas à exprimer une idée de la manière la plus limpide possible, parce que en réalité, c'est ça l'impression qu'arrive à insuffler à son film Alex Lutz avec son duo de personnages, c'est que si nos personnages s'expriment avec les mêmes maladresses, avec les mêmes difficultés que nous dans la vraie vie, eh bien forcément, on y croit déjà beaucoup plus que si les personnages s'expriment comme dans des livres par exemple, bien sûr. Et ça c'est très malicieux parce qu'au début ça a un petit côté frustrant, on se dit « Oh là 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 là, il met 3 plombs à exprimer une idée ». Oui, mais c'est le principe du film, et si vous y adhérez, eh bien forcément, vous allez être conquis. Il faut voir ce film parce qu'il n'a pas été du tout dans les bons papiers du box-office. C'est fort regrettable. C'est un film qui mérite vraiment d'être vu et d'être revu. Place désormais au podium. En 3e position, Winter Break. C'est un film, donc le cinéma, vous le savez, c'est forcément extrêmement construit, préparé. Le sentiment complètement déconcertant avec ce film, en réalité, c'est très facile de résumer mon avis sur ce métrage, c'est que je n'ai absolument pas l'impression que quoi que ce soit fabriqué. Dans ma tête, tout ce que nous voyons, c'est du vécu. C'est comme si, véritablement, je n'avais aucune notion de ce qu'est le cinéma. Vous me balancez le personnage du professeur d'histoire, la cantinière, les élèves de l'école. Vous ne me dites à aucun moment que ce sont des personnages de fiction. Très bien. Eh bien, je vais croire que ce sont des personnages réels. J'ai eu l'impression, le sentiment de voir l'aventure de personnes qui me seraient familières, alors qu'évidemment ça n'est pas le cas, mais c'est un sentiment vraiment fort que j'ai eu, comme si on me racontait les péripéties, les aventures d'un lointain cousin ou d'un oncle. C'est vraiment un film que je porte très cher dans mon cœur. C'est un métrage déconcertant, tout simplement. Moi je vous conseille de le regarder, et en plus il y a un vrai travail sur le son lors de certaines scènes, mais ça m'a vraiment estomaqué. Et alors vraiment l'humour qui arrive à être insufflé dans ce film également, mais c'est quand même vraiment prodigieux. Regardez ce film, bien sûr. En 2e position, Alibi.com 2. La bande à Fifi avait gagné pour moi en 2022 le titre de meilleur film, puisque j'avais tout simplement trouvé que Super Héros malgré lui était un film génial et la meilleure comédie française du XXIe siècle, amplement. Ici, un grand film de nouveau. C'est quand même assez déconcertant parce que moi je suis juste en extase devant le travail de cette bande, parce que bien sûr les gags sont très drôles, ça c'est évident, moi j'adore, mais en plus ce qui est génial c'est qu'on a vraiment toute une ossature scénaristique derrière, c'est-à-dire que c'est vraiment hyper bien pensé en termes de scénario et en termes de mise en scène ici, mais ça regorge d'idées. L'idée des deux mariages également, des moments vraiment où vous tournez la caméra et ça fait prendre conscience d'un gag, enfin vraiment c'est assez réjouissant, ça fourmille d'idées constamment, toujours des bonnes idées en plus dans ce film, donc déjà on est un peu jaloux, et puis non mais plus sérieusement, moi qui aime bien proposer des petits films comme ça amateurs dans mon coin de temps en temps, comiques, mais je suis juste en admiration, c'est-à-dire que c'est une source d'inspiration énorme. On a eu le splendide Il fut un temps, on a aujourd'hui la bande à Fifi, c'est-à-dire qu'on peut compter sur eux. Merci à eux d'exister, je ne sais pas, et merci à vous de continuer à tourner des films, on en veut d'autres, bien évidemment. Et mon film de l'année 2023 n'est autre que Anatomie d'une chute.
C'est pour moi, cette Palme d'Or au Festival de Cannes, une réussite et je n'ai eu aucun mal à déterminer que ce serait bel et bien, oui, ce film, mon métrage de l'année, parce que ça s'impose en fait assez naturellement à moi. Justine Triet nous propose une mise en scène absolument extraordinaire qui m'a complètement retourné le cerveau. Je ne pensais pas qu'on pouvait utiliser avec autant d'incroyables idées le film de procès pour des idées de mise en scène, mais qui parfois vraiment sont juste stupéfiantes, au-delà de l'écriture du film, de cet effet notamment de ping-pong entre l'accusation et la défense. Moi j'étais complètement pris par ce renvoi de balles réciproque, avec parfois des recours, mais très bas, pour essayer de faire flancher l'adversaire, dans un sens comme dans un autre d'ailleurs. Évidemment les acteurs dans ce film sont impeccables, Sandra Hüller joue d'une manière tellement déconcertante, elle semble se balader en toutes circonstances et jouer mais d'une manière si élégante, non vraiment c'est ravissant, c'est extraordinaire. Swan Arlo est remarquable également. Nous avons quand même véritablement un film de cinéma avec des compositions de plans, des cadres vraiment hyper bien pensés constamment, une organisation également esthétique qui m'a complètement conquis, avec un grain qui me donnait envie de croquer le film, vraiment, et à un moment donné, moi j'ai envie de dire, quand on est amoureux d'un film, on est amoureux d'un film, point c'est tout. Non mais vraiment, moi j'ai trouvé le film remarquable. Le film pour moi travaille aussi énormément sur la question du couple, c'est vraiment extrêmement pertinent, c'est-à-dire la question finalement des concessions que l'on peut faire dans un couple, de ce qui peut flancher à cause d'accidents de la vie. Le film raconte énormément de choses sans que rien ne fasse fourre-tout. Non, tout est extrêmement organique dans ce film. Et moi j'ai énormément apprécié ce métrage, bien évidemment, donc je suis ravi d'affirmer bel et bien que oui, Anatomie d'une chute, c'est mon film de l'année 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais me déboutonner légèrement parce que je commence à être vraiment bien cuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires aussi votre top 10 de l'année 2023, comme ça on pourra les comparer et en discuter, ce sera très chouette. Allez, sans essoufflement, ou presque, je vous dis donc ciao et à la prochaine. D'habitude j'utilise l'autre doigt d'ailleurs je crois. On peut faire les deux en même temps.